Bon, le mois de décembre étant arrivé, quoi de mieux que de finir l'année en beauté avec le film qui a lancé l'une des sagas les plus cultes de l'histoire du cinéma, Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Vidéothèque. Star Wars est un des cas les plus compliqués que j'ai eu à traiter. D'ici 20 ou 30 ans, la saga fera toujours partie de la culture populaire et sans se diversifiant davantage au travers de films, séries, jeux vidéo, comics, livres et j'en passe. Elle a traversé les générations, elle traverse les générations et elle traversera les générations. Et l'une des raisons principales pour lesquelles cet univers continue encore aujourd'hui d'évoluer et d'être aussi populaire, c'est parce qu'il est génial. Et à vrai dire, si je considère Star Wars comme un des cas les plus compliqués que j'ai eu à traiter, et bah c'est parce que ça me fait penser à ce que j'appelle le phénomène retour vers le futur. Tout le monde connaît, tout le monde aime, mais personne ne sait pourquoi. Le premier film de la saga Star Wars, initialement nommé Star Wars puis renommé Star Wars épisode 4 Un nouvel espoir en 1981, a fait son apparition dans les salles de cinéma le 19 octobre 1977. Et déjà à l'époque, le film faisait beaucoup parler de lui. Tout le monde, y compris les acteurs et l'équipe technique du film, pensait que ça allait être un bide monumental. Il faut dire qu'une histoire de guerre galactique avec des vaisseaux, des sabres laser et des effets spéciaux qui repoussent les limites du possible avait de quoi inquiéter les studios. Parce que, comme je viens de le dire, on était en 1977 et à l'époque, le seul film qui avait véritablement marché en traitant le thème de l'espace, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace, mais c'est tout. Alors quand un mec, à qui tous les studios ont refusé de produire son film, mais qui a convaincu la 20th Century Fox de lui filer 7,5 millions de dollars, et qui a créé sa propre société d'effets visuels, a eu l'idée d'un space opéra qu'il raconterait sur une trilogie entière, personne n'y croyait. Personne, sauf le mec en question. En 1975, soit 2 ans avant la sortie officielle du film, George Lucas a donc fondé ILM, sa propre société d'effets visuels Industrial Light and Magic. Considérant que les possibilités de l'époque étaient restreintes et ne permettaient pas de représenter son univers tel qu'il le voulait, il réitéra l'opération en améliorant les effets spéciaux du film à 2 reprises. La première fois en 1997, lorsque l'arrivée du numérique pour la prélogie Star Wars fut possible, et la seconde en 2011 lors de la sortie du coffret Blu-ray de l'intégralité de la saga. Et comme je vois déjà venir les puristes, non, la version qui sera traitée dans cette vidéo ne sera pas la première version sortie en 1977, mais bien celle de la version Blu-ray de 2011. Mais comme parler des effets spéciaux de l'époque en s'appuyant sur une version modifiée 34 ans plus tard serait débile, on va quand même très brièvement parler du film original. Alors la première chose à dire, c'est que oui, ça a un peu vieilli. Ce qui veut pas dire que c'est mauvais, mais simplement ça a un peu vieilli. Une grande majorité des effets visuels de l'époque, à partir du moment où il s'agissait d'un combat aérien ou d'une représentation d'un vaisseau dans l'espace, ont été réalisés grâce à des maquettes. La scène d'explosion des Tonlars, par exemple, a été en partie filmée sur une maquette de 12 mètres de large et de presque 20 mètres de long. Alors oui, en 2022, utiliser des maquettes ou des animatroniques, c'est devenu un peu cheap. On a eu l'occasion de constater ça avec le maître Yoda de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, car il reprenait le moule et la marionnette de la trilogie originale, mais bon, mis à part l'hommage, ça rendait pas très bien. Surtout quand on a l'argent nécessaire pour le faire en numérique, et surtout quand on sait que ça coûte plus cher et que ça prend plus de temps de le faire en animatronique. Et en plus c'est moche. Mais reste que pour l'époque ça reste quand même très classe, et d'ailleurs si on prend en compte le fait que George Lucas ait créé ILM pour les effets visuels de Star Wars, on en déduit que sans Star Wars, ILM n'existerait pas. Et vous savez quels sont les films dont les effets spéciaux ont été produits par ILM depuis ces 40 dernières années? Voilà. Donc en plus d'avoir inventé l'une des sagas les plus cultes et populaires de l'histoire du cinéma, il a également révolutionné l'industrie du cinéma. Entre autres, Star Wars n'a pas seulement changé la façon dont on regarde les films, Star Wars a aussi et surtout changé la façon dont les films sont faits. Et maintenant que tout est clair, passons à ce Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. Le film commence donc par la présentation des logos de production avant de nous faire passer au générique traditionnel de la saga, à l'issue duquel nous découvrons un vaisseau rebelle, mené par la princesse Leia, être attaqué par un croiseur impérial, quant à lui dirigé par Dark Vador. Cette dernière ayant pris possession des plans de l'Étoile Noire, un vaisseau tellement grand et puissant qu'il est capable de détruire une planète à lui tout seul, elle se fera immédiatement capturer mais transférera juste avant les plans de l'Étoile Noire dans un droïde nommé R2-D2. Jusqu'à ce que le public assiste à l'arrivée d'un des plus grands antagonistes de l'histoire du cinéma, Dark Vador. Merde, on fait quoi décor? Pendant que de leur côté, R2-D2 et C3PO s'enfuient du vaisseau dans une capsule de sauvetage. Là, une capsule qui s'échappe. Ne dirai pas. Il n'y a pas d'être vivant à bord. Il y a dû y avoir un court-circuit. D'accord, donc les mecs vont partir en capsule de sauvetage comme ça sans raison et c'est normal. Une capsule de sauvetage a décollé pendant la bataille, mais il n'y avait pas d'être vivant à bord.
La princesse a dû cacher les plans dans cette capsule. Commodore, formez une patrouille pour la récupérer, vous en prendrez le commandement. Ah bah voilà, on se disait aussi. Et c'est ainsi que les deux droïdes arrivèrent sur Tatooine avant de se faire capturer par un des trucs que je déteste le plus dans l'univers de Star Wars, les Jawa. Outini ta grand-mère! Outini ta grand-mère! Ils vont alors être mis en vente par ces saloperies de Jawa et ainsi rencontrer un jeune fermier nommé Luke Skywalker dont l'oncle a acheté R2D2 et ses 3 PO. Et c'est une fois après avoir commencé à nettoyer R2D2 que Luke va découvrir un mystérieux message. Vous êtes mon seul espoir. Qu'est-ce que c'est? Monsieur t'a posé une question, réponds. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Et du coup, ils vont partir à la recherche d'Obi-Wan Kenobi. Mais c'est après avoir été attaqué par les Hommes des Sables que ce dernier viendra en aide à Luke et aux deux droïdes. Dis-moi, jeune Luke, qu'est-ce qui t'amène si loin de chez toi? Oh bah c'est à cause de ce droïde. Ah bah c'est à cause de ce droïde? Le mec devient belge. Il affirme qu'il appartient à un certain Obi-Wan Kenobi. C'est un parent à vous? Vous savez de qui il s'agit? Oui, parce que le mec que vous venez de voir, c'est lui, Obi-Wan Kenobi. Et du coup, avec Luke, ils vont essayer de comprendre ce que voulait dire le message enregistré par R2D2. Général Kenobi, jadis vous avez servi mon père pendant la guerre noire. Il vous demande une fois de plus d'apporter votre aide. Je regrette de ne pas être en mesure de vous apporter sa requête moi-même, mais j'ai chié dans mon froc. J'ai pu me retenir pendant une bonne partie de la bataille, mais la pression était trop forte. J'ai mangé du couscous à midi. Il faut que vous trouviez un moyen de m'apporter du PQ. L'état de mon slip dépend de vous. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Oh, ça va, on peut plus rigoler. T'es un peu chiant comme un gesson, toi, hein. Je pense que je commence à préférer l'ancien. Il était con, mais au moins il me faisait rire. Donc, après avoir visionné le message en entier et avoir compris que la princesse Leia avait en fait pu mettre des informations essentielles à la victoire de la rébellion dans le droïde, Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker vont décider de partir à l'aventure après avoir constaté le meurtre de l'oncle et de la tante de ce dernier par des soldats impériaux. S'ils ont retrouvé la trace des robots, ils savent qui les a achetés, ça va les conduire directement à la maison. Attends, Luke, c'est trop dangereux. Du coup... Tu vas le laisser partir ou... Maintenant, Altesse, je suis sûr que vous allez nous dire où est la base secrète de la rébellion. Voilà, on pique. Et putain, ça fait mal. De leur côté, Luke et Obi-Wan, toujours accompagnés des deux droïdes, vont faire un marché avec Han Solo pour les conduire à Alderaan jusqu'à ce que l'Empire prenne la décision de détruire la planète. Et c'est en arrivant là-bas qu'ils vont découvrir non pas la planète qu'ils recherchaient, mais bien une base sidérale, qu'il s'agit donc de l'Étoile Noire. Mais c'est en essayant de faire demi-tour qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont attirés par un aimant laser. Et comme ils sont tous bloqués à l'intérieur de l'Étoile Noire... Bah autant la sauver la princesse, hein. Et du coup, Obi-Wan va partir de son côté et Luke, Han et Chewie vont libérer la princesse pendant que R2D2 et C3PO vont superviser le tout au poste de commande. Jusqu'à ce que Obi-Wan Kenobi et Dark Vador se retrouvent pour un combat épique, presque épique, et qui sera la cause du sacrifice d'Obi-Wan, permettant ainsi à Luke et aux autres de s'échapper de l'Étoile Noire et d'aller à la base rebelle. Non mais mec, Quoi? t'as à peine parlé du combat entre Vador et Obi-Wan alors que c'est super intéressant parce qu'il y a la symbolique de l'ancienne maître et de l'ancien apprenti qui se retrouvent... D'accord, je vois. Et en plus, dans l'épisode 4, Vador dit à Obi-Wan, quand je t'ai quitté... Ça va, j'ai compris la barbe. Tu feras qu'un tournage, toi, hein. Pour être honnête, même si le film est sorti en 1977, ce combat est de loin un des pires de la saga, et paradoxalement un des plus emblématiques. Un des pires parce qu'il est clairement très ennuyant et vide, on a l'impression de voir deux retraités en train de se donner des coups de canne, et un des plus emblématiques parce qu'il représente les retrouvailles de Obi-Wan Kenobi et de Dark Vador, 19 ans après les événements de Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith, et plus récemment 9 ans après la série Obi-Wan Kenobi. Et à vrai dire, ce qui me dérange essentiellement dans ce combat est assez subjectif et plutôt justifiable. Les gestes sont lents, les ripostes sont prévisibles et la chorégraphie est hyper chiante. Mais en même temps, je le rappelle, on était en 1977 et forcément ça n'avait pas le même impact qu'aujourd'hui. Chose qui sera corrigée au fur et à mesure que la saga évoluera dans le temps. Parce qu'on va pas se mentir, entre un épisode 4 sorti en 1977 et un épisode 3 sorti en 2005, c'est pas tout à fait pareil. C'est bon, t'es content? Continue. Avant la sortie de la série Obi-Wan Kenobi, Star Wars épisode 4 Nouvel Espoir marquait les retrouvailles entre l'ancien apprenti et l'ancien maître.
Après la défaite de Vador face à Obi-Wan dans Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith, il voulait prendre sa revanche 19 ans plus tard. Mais la sortie de la série Obi-Wan Kenobi changera la donne et offrira au public une nouvelle facette de cette rivalité. Car la série se passant entre Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith et Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir dévoilera de nouvelles retrouvailles entre Obi-Wan et Dark Vador. Mais cette fois-ci, elles se dérouleront 9 ans après l'épisode 3. C'est pourquoi dans l'épisode 4, Vador précisera « Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. » Ce qui veut dire qu'il ne parlait pas du combat qu'il a perdu dans l'épisode 3. Il parlait de celui qu'il a perdu dans la série Obi-Wan Kenobi. Car 9 ans plus tôt, il n'était pas encore assez expérimenté dans le côté obscur, il était encore trop brusque, il avait encore beaucoup trop de haine envers Obi-Wan. Et c'est pour ça qu'il a perdu le contrôle pendant le combat. Pendant ces 9 ans, Vador a donc appris de ses erreurs et est devenu plus fort, plus expérimenté. Il a réussi à contrôler sa colère et on voit une réelle progression entre le Vador de la série Obi-Wan Kenobi, qui est trop brusque et ne cherche qu'à être violent, et le Vador de l'épisode 4 qui est plus calme et qui parvient à se contrôler, ce qui le rend d'autant plus fort et dangereux. Obi-Wan précisera même pendant le combat de l'épisode 4 que Vador est le maître, certes, mais le maître des forces du mal, car lorsqu'ils se sont quittés dans la série Obi-Wan Kenobi, Vador avait dit « Je ne suis pas ton échec. Obi-Wan, ce n'est pas toi qui as tué Anakin Skywalker, c'est moi. Et je vais en faire de même avec toi. Alors mon ami est mort pour de bon. Adieu. Vador. » Donc pour Obi-Wan, Vador est en effet le maître, mais le maître des forces du mal. C'est bon maintenant, je peux finir le film? Ouais. Un plan se prépare, les pilotes passent à l'action et Luke et Han Solo réussissent à détruire l'étoile noire. Une fois rentrés à la base, une cérémonie est organisée afin de célébrer la victoire de la rébellion, et c'est ainsi que s'achève Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Alors, c'est un gros dossier Star Wars, donc on va y aller progressivement. Et donc la première chose à dire, c'est que oui, Star Wars épisode 4 est un putain de bon film. Ce qui veut pas dire qu'il a pas de défaut, mais c'est un putain de bon film. Et c'est là que les fans me perdent. Quand j'ai fait ma vidéo sur Kaamelott premier volet, j'avais dit que, dans cette chronique je vais critiquer Kaamelott premier volet, ça sera en prenant en compte le fait que c'est une introduction à cette nouvelle trilogie. Il faut bien comprendre que ce film installe quelque chose, ça sert à nous présenter une histoire qui va se développer sur 3 volets. Si vous êtes un peu déçu par l'action du film, par exemple, c'est parce que c'est pas fini, il y a autre chose qui va se raconter derrière, et ça sera encore plus grand parce que c'est le but d'une trilogie. Et tout ce que vous venez d'entendre est exactement la même chose que Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Je veux dire, demandez-vous pourquoi est-ce qu'habituellement je résume un film en 10 minutes, alors que là ça m'en a pris à peine 4. Tout simplement parce que seul, il n'a pas le même impact que si on le prend comme un épisode de saga. Et parce que finalement, il se passe pas tant de trucs que ça. En fait, à la manière de Kaamelott premier volet, qui se résumait à Arthur revient, vire l'anceau et récupère Kaamelott, Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir se résume en un jeune fermier qui rencontre un vieil homme, avec qui il part sauver une princesse et font exploser une base sidérale. Et... voilà. Alors je sais, vous allez me dire, bah ouais, mais y a pas que ça, on rencontre aussi des personnages, on découvre des planètes, etc., etc. Et dans Kaamelott premier volet, on en rencontre aussi des personnages et on en découvre des pays. Alors pourquoi est-ce que ce qui est valable pour Star Wars ne l'est pas pour Kaamelott ? Parce que les deux films fonctionnent exactement de la même manière. Ce sont les premiers volets d'une trilogie et qui plus est de l'une des sagas les plus cultes et populaires de l'histoire du cinéma. Et il y a de fortes chances pour que les gens qui aient critiqué KV1 sur ça n'aient aucun problème avec Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir à ce niveau-là. Et loin de moi l'idée de comparer l'univers de Star Wars avec celui de Kaamelott, simplement je compare juste une construction narrative fondée sur les mêmes principes, qui pose les mêmes problèmes mais dans deux franchises différentes. Et là, comme c'est Star Wars, ça passe. Sauf que non, parce que dans Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir, c'est pareil, il se passe pas tant de trucs que ça. Et donc forcément, j'ai moins de matière pour résumer le film. Parce que clairement, j'aurais pu vous parler de la scène avec Jabba ou encore de celle avec Greedo, mais ça ne ferait qu'ajouter des informations secondaires à l'intrigue principale du film, et donc, ça ne changerait rien. Et du coup, on passe de 10 à 4 minutes de résumé. Et on aurait tendance à penser que c'est un des problèmes majeurs de son métrage. Il en dit trop et pas assez. Trop parce qu'il se permet d'introduire beaucoup d'éléments qui dans l'instant T ne servent à rien mais qui révéleront leur importance dans les prochains volets, et pas assez parce qu'en 2 heures de film on n'a pas la sensation d'en avoir appris tant que ça. Mais en même temps c'est normal parce que, je le rappelle, ça reste le premier volet d'une histoire qui se raconte sur une trilogie. Et donc si on doit rentrer dans les détails, on doit toujours garder à l'esprit que ce film est un film parmi toute une saga. Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir, c'est donc, comme son nom l'indique, un nouvel espoir. Un nouvel espoir pour le cinéma, à la fois artistique et industriel, qui encore aujourd'hui n'a cessé de révolutionner les processus de création des films ou des séries. Le film est sorti en 1977, ça fait littéralement 45 ans que les gens ont continué à prendre du plaisir en le regardant.
Et c'est en partie grâce à la réalisation et au visuel du film. Même si techniquement le film est réalisé de manière très académique, l'ambiance générale développée par la photographie de ce dernier le rend absolument sublime. Du traditionnel champ contre champ pendant un dialogue, des plans larges pour montrer le grandiose d'un élément, des inserts, beaucoup de plans fixes et enfin quelques plans séquences, ce Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir se veut très divertissant et est très divertissant. Les plans sont colorés, toujours efficaces, même si parfois très génériques. On reste scotché à notre écran pendant 2 heures en se disant « Et ça c'est sorti en 1977 pour un budget de 11 millions de dollars ». À titre de comparaison, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a été réalisé avec un budget de 13 millions d'euros. En France, 13 millions d'euros, c'est une comédie populaire lambda. Aux États-Unis, 11 millions de dollars, c'est le premier film de l'une des sagas les plus cultes de l'histoire du cinéma. Voilà. Et en fait, le plus fou là-dedans, c'est que n'importe quelle scène, n'importe quelle réplique, n'importe quel personnage a son utilité propre dans la saga. Si vous voyez ou entendez un truc dans Star Wars, ça servira forcément à quelque chose. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une des plus grosses forces de ce film, son scénario. Quand il a réellement commencé à travailler sur Star Wars, George Lucas a écrit l'essentiel de son histoire en environ 200 pages. Alors pour vous donner un ordre d'idée, au cinéma on considère qu'une page représente l'équivalent d'1 minute de film. Le truc c'est que vers la fin des années 70, on filmait toujours en pellicule. Ce qui veut dire que quand tu tournais un film, il fallait être sûr d'être le plus efficace possible pour ne pas gâcher le plus de pellicules et ne pas perdre plus d'argent que le budget prédéfini par la production. Et comme à l'époque seul American Graffiti avait permis à George Lucas de montrer ce qu'il valait, personne n'allait accorder la production d'une trilogie entière à un mec que personne ne connaissait. Et du coup, il a divisé son histoire en 3 films d'une 60aine de pages et a donné plus de volume au premier en se disant « Bah déjà, si on arrive à en faire un, c'est bien ». Et là, vous commencez à comprendre où est-ce que je veux en venir. La narration de Star Wars est bourrée de setup payoff. Une méthode scénaristique qui veut que le setup soit la mise en place d'un élément à un certain moment du film pour que le payoff révèle sa véritable utilité et son importance plus tard. En gros, c'est comme si au début de l'épisode 4, Obi-Wan disait à Luke que son père avait été tué par Dark Vador, que dans l'épisode 5, on découvrait que son père était en réalité Dark Vador lui-même, et que dans l'épisode 6, le fantôme de la force d'Obi-Wan lui disait « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu m'as dit que Vador avait trahi et tué mon père. » Ton père s'est laissé séduire par le côté obscur de la force. Il a cessé d'être Anakin Skywalker pour devenir Dark Vador. Lorsque c'est arrivé, l'homme de bien qu'était ton père est mort. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. Et vous l'aurez deviné, certains des fans de Star Wars n'ont pas mis longtemps avant de crier au scandale en disant que la dernière réplique d'Obi-Wan n'était qu'une manière de réparer les dégâts. Mais je le rappelle, Star Wars a initialement été écrit comme un seul gros scénario de 200 pages. Ce qui veut dire que soit George Lucas est un incontestable idiot car pas capable de repérer les incohérences scénaristiques de son histoire, soit son but était juste de induire le public en erreur et de le mettre sur une autre piste, comme Obi-Wan l'aurait fait avec Luke, afin de pousser l'envie de voir Dark Vador et son empire échouer. Et justement, parlons de Luke. La trilogie originale Star Wars a été écrite avec un procédé scénaristique nommé le voyage du héros. On le retrouve dans une majeure partie des sagas cinématographiques ou littéraires telles que Star Wars, Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux. Le schéma est le suivant. Un jeune héros qui vit dans un monde ordinaire assez monotone est appelé à l'aventure par un problème à résoudre. Légèrement sceptique, il est encouragé par un mentor qui va parfois également lui donner une arme magique. À cet instant, quelque chose pousse le héros à aller vers l'aventure, ce qui implique souvent qu'il ne peut plus revenir en arrière. Il subit ensuite des épreuves, rencontre des alliés et des ennemis jusqu'à atteindre l'objet de sa quête. Il affronte la mort, récupère l'objet de sa quête et sur le chemin du retour, essaye d'échapper à ceux à qui il l'a dérobé. Il revient de ce monde complètement transformé par l'expérience et utilise ensuite l'objet de sa quête pour changer le monde. L'avantage avec ce procédé scénaristique est qu'il dispose avant même de commencer à écrire son personnage principal d'une possibilité pour le spectateur de s'identifier à lui. Ce qui bien sûr est donc le cas de Luke. Le public a besoin de lui car il nous représente. Comme nous, il rêve de vivre quelque chose de grand, de beau et d'unique, et c'est ce qui est représenté dans la scène qui précède la dispute avec son oncle. Il s'isole et regarde les 2 soleils observables depuis Tatooine car ils symbolisent l'espoir. L'espoir que Luke a de partir de cette planète et de vivre une aventure. Tout ça accompagné de la sublime musique de John Williams et de merveilleux acteurs tels que Mark Hamill, Harrison Ford ou encore Carrie Fisher.
Les effets sonores du film sont quant à eux bien supérieurs à ce que l'on pourrait penser car ils illustrent parfaitement la vision qu'avait George Lucas de son univers. Tout est donc plaisant à regarder ou à entendre et même 45 ans plus tard, le film reste un classique du cinéma. C'est littéralement le meilleur démarrage possible pour une saga qui dès le départ était vouée à l'échec. En somme, Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, est en tout point un putain de bon film. Et depuis 1977, la saga s'est inscrite dans la culture populaire de base, devenant ainsi l'une des sagas les plus cultes et populaires de l'histoire du cinéma et de la science-fiction. Encore une fois, Star Wars n'a pas seulement changé la façon dont on regarde les films. Star Wars a aussi et surtout changé la façon dont les films sont faits. Alors, on regarde quoi la prochaine fois ?